16, Français, le général de Gaulle est mort. La France est veuve. Bonjour à tous et bienvenue sur Histodote. C'est par ces premiers mots que le président Georges Pompidou annonça la disparition du général de Gaulle. Celui qui incarna l'âme de la France libre et qui est considéré comme le père de la Ve République s'éteint à 80 ans dans son domaine de la boisserie. Retour sur cette journée funeste du 9 novembre 1970, suivi d'un petit parcours mémoriel à Colombey-les-Deux-Églises. Le 19 décembre 1965, à l'issue du second tour, Charles de Gaulle est élu président de la République. Le premier de la Ve République au suffrage universel. C'est une victoire amère pour le président sortant, qui pensait être élu dès le premier tour. Il confiera d'ailleurs à ses proches qu'il n'irait sans doute pas au bout de son second mandat. La suite lui donnera raison. Ébranlé par les événements de mai 68, il quitte le pouvoir un an plus tard, suite à l'échec de son référendum sur la décentralisation des régions et la réforme du Sénat. Maintenant retraité, pour ne pas interférer dans sa propre succession, il part un mois en Irlande durant la campagne présidentielle. Puis, de retour à la boisserie, il s'y enferme pour écrire ses mémoires d'espoir, qui font suite aux mémoires de guerre. Fidèle à ses principes de séparation entre ses fonctions d'homme d'État et sa vie privée, il refuse sa retraite de général et de président de la République. En juin 1970, il effectue un voyage en Espagne pour rencontrer le général Franco. Cette visite au dictateur espagnol est vivement critiquée par ses détracteurs. Il envisage même de se rendre en Chine pour rencontrer le président Mao, pour qui il a de l'estime, malgré son aversion pour le régime communiste. Lundi 9 novembre 1970. Le général s'est levé à 9h15. Au dehors, il bruine et le ciel est bas. Dès 10h, il s'attape dans sa pièce d'angle, au pied de la tour, face aux 3 fenêtres qui s'ouvrent à 180 degrés sur l'horizon. Vers 11h30, ayant terminé son courrier, il envoie son chauffeur Francis Marou chez un jeune cultivateur du village, René Piot. Il lui avait écrit quelques jours plus tôt pour lui annoncer qu'il ne renouvellerait pas le bail qu'il lui avait accordé pour le fermage de ses terres. Celui-ci ne lui avait pas encore répondu, par peur de ne pas savoir s'exprimer clairement sur le papier, et sollicitant même l'aide de l'instituteur du village. Marou se rend donc chez le cultivateur. Cet ancien gendarme a été pendant 10 ans le chauffeur attitré du président et est resté à son service après son départ de l'Élysée. Il s'était particulièrement distingué par son sang-froid lors de l'attentat du Petit Clamart, quand des membres de l'OAS avaient tenté de tuer De Gaulle en mitraillant la déesse présidentielle.
En arrivant chez Piot, il lui propose qu'à défaut de courrier, le général est prêt à le recevoir le jour même à 14h30. Soulagé, Piot accepte l'invitation. À l'heure prévue, le paysan qui s'est mis sur son 31 se présente à la boisserie. Il connaît déjà les lieux puisque l'ex-président l'avait convoqué en avril. Il s'engage dans le salon, la porte s'ouvre et De Gaulle apparaît. Dans l'embrasure de la porte se découpe la pièce de la bibliothèque. Affable, De Gaulle l'invite à le suivre jusqu'à son bureau. Il le fait asseoir et pour le mettre à l'aise, lui offre une cigarette. Le bureau de De Gaulle, c'est comme un bureau de notaire, dira plus tard le jeune cultivateur. Il lui confirme alors le non-renouvellement du bail, mais lui propose d'exploiter une des parcelles à condition de l'entretenir. Piot remercie chaleureusement le général. Après ce bref entretien, il reconduit son hôte à l'entrée. Sous le péristyle, ils échangent encore quelques banalités sur le temps qu'il fait. Dans l'après-midi, il fait un dernier tour du parc. À 18h15, chose très rare pour lui, il décroche le téléphone pour appeler Monsieur de Bolincourt, chef de son secrétariat particulier, pour lui demander des précisions pour rédiger un passage de ses mémoires. L'appareil est en effet relégué dans un placard sous l'escalier, car il détestait les coups de fil intempestifs. Il est presque 19h quand il s'installe à sa table de jeu. Il aligne des cartes sur la feutrine verte pour faire une réussite. À côté de lui, Madame de Gaulle tricote. Le téléviseur est allumé, sans le son, car le couple ne passait à table que vers 20h30, après le journal télévisé. « 19h02. Le général se dresse soudain de son fauteuil. Il a du mal à respirer. Il gémit. « J'ai mal, j'ai terriblement mal au dos. » Madame de Gaulle lâche son ouvrage et se précipite vers son époux. Elle n'a pas le temps d'arriver jusqu'à lui. Le général s'affaisse du fauteuil, un genou à terre, le bras gauche sur la coudoir. Ses lunettes ont glissé sur le sol. Elle appelle à l'aide. Aussitôt, Honorine la cuisinière et Charlotte la femme de chambre accourent. Celle-ci appelle le chauffeur qui prend son maître dans les bras et l'allonge sur le sol. La maîtresse de maison ordonne à la femme de chambre d'appeler le docteur Lacheny à Bar-sur-Aube. Celui-ci est en pleine consultation. « Venez vite, c'est grave, c'est pour le général, dit-elle brièvement. Ses patients surpris le voient sortir en trombe du cabinet, en s'excusant à peine, et sauter dans sa 304. Il a 18 km à parcourir pour aller à la boisserie. La route est mauvaise et il pleuvine. Pendant ce temps, on a installé difficilement le général sur un petit matelas descendu du premier étage. Marot a dégrafé son col et sa cravate. Madame de Gaulle a compris que sa fin était proche. Elle ordonne au chauffeur d'aller chercher le curé, car elle ignore que celui-ci a le téléphone depuis peu. Marot se rend donc chez lui. Il sonne 2 fois à l'entrée du presbytère. L'abbé Claude Jaugery ouvre la porte pour découvrir le chauffeur tout essoufflé. « Le général a eu un malaise. On vous attend à la boisserie. » Au ton de sa voix, il sent que c'est grave. Muni de sa trousse, il prend place à côté du chauffeur qui file vers la boisserie.
Quand il arrive, le médecin l'a précédé de quelques minutes. À genoux près du corps, il lui a fait une piqûre de morphine pour éviter qu'il souffre. Son pouls est très faible et il ne râle plus. Il ausculte le ventre du mourant, même s'il sait que ce geste n'est qu'un acte dérisoire et désespéré. Constatant la présence du prêtre, il lui fait signe d'approcher. Celui-ci a déjà endossé son étole violette et s'agenouille à son tour. Il sort son manuel de rituel, un petit flacon d'huile, et prononce la formule courte des derniers sacrements. Trop tard, le général rend son dernier souffle. Il est 19h25. Le docteur lève la tête et croise le regard de Madame de Gaulle, qui, adossée à la cheminée, reste stoïque et digne. « Madame, tout est fini, dit-il simplement. » Le regard de la femme semble maintenant se perdre ailleurs, et ses lèvres murmurent une prière. Quelques instants plus tard, elle reprend ses esprits pour demander à Charlotte d'aller chercher la tenue du général et le drapeau qui pavoise la boisserie les jours de fête nationale. « Il faut l'habiller maintenant, dit-elle aux personnes présentes. Le curé, les deux servantes et le chauffeur s'attellent à cette triste tâche. Ensuite, nous le mettrons dans le salon d'à côté où nous avions mis notre fille Anne. Une fois revêtu de son uniforme, le corps du général est amené à grand-peine dans la pièce voisine et installé sur un lit de camp. Madame de Gaulle monte dans la chambre à coucher pour récupérer dans la table de nuit un chapelet offert par le pape Paul VI. Elle l'enroule autour des mains croisées du mort et un petit guéridon avec des chandeliers est placé à côté du lit. La toilette mortuaire terminée, le drapeau déplié recouvre maintenant le cadavre. Demandant à rester seule, elle téléphone aussitôt à son gendre, le général de Boissieu, qui quitte aussitôt Paris avec sa femme et sa fille pour rejoindre Colombey. Arrivée vers 1h du matin, elle lui explique que d'après le médecin, son mari est mort d'une rupture d'anévrisme et ajoute qu'il n'a pas trop souffert. De Boissieu commence à passer les premiers coups de fil. Mais malgré l'heure tardive, les allées-venues à la propriété ne sont pas passées inaperçues dans le village. Un policier se présente même au presbytère pour se renseigner auprès du curé. Mais celui-ci affirme qu'il ne se passe rien d'anormal à la boisserie. À 9h du matin, le gendre du général appelle l'Élysée pour avertir le général de Guille, chef du cabinet militaire du président de la République. La mort de Gaulle devient une affaire d'État. De Boissieu indique que le testament que détient le chef de l'État doit être ouvert. Pompidou décachettera l'enveloppe blanche où sont notées de façon manuscrite les dernières volontés du défunt. Le deuil privé n'aura duré que l'espace d'une nuit. Et dès que Pompidou est prévenu, commence alors le deuil public et politique. Dès que la nouvelle est connue de tous, des hommages affluent du monde entier. Sa mort fait la une des journaux français et étrangers et une journée de deuil national est décrétée. Le 12 novembre 1970, 40 000 anonymes se pressent dans le petit village pour accompagner l'ancien chef d'État dont le cercueil repose sur un véhicule blindé. Dans ses dernières volontés,
il indiquait ne pas vouloir d'obsèques nationales, ni président, ni ministre, ni corps constitué, et aucun discours ou oraison funèbre. Il souhaitait simplement la présence de ses proches et des compagnons de la Libération. Et ce sont des jeunes de Colombey les Deux Églises qui le portèrent rejoindre sa fille dans le caveau familial. Par contraste, et presque au même moment, plusieurs dizaines de chefs d'État et têtes couronnées assistaient à une messe solennelle à la cathédrale Notre-Dame pour rendre hommage à l'illustre Français. Curieusement, au-delà du personnage, cette mort allait marquer la fin d'une époque. 3 ans plus tard éclatait le premier choc pétrolier, puis, à la fin des années 70, s'achevait la période faste des 30 Glorieuses. Voilà pour cette petite rétrospective des derniers instants de De Gaulle. Je vous invite maintenant à me suivre sur ses traces à Colombey les Deux Églises. Voilà, je suis devant le mémorial Charles de Gaulle à Colombey, inauguré en 2008 par le président Sarkozy et par la chancelière Angela Merkel pour commémorer le 50e anniversaire de la réconciliation entre la France et l'Allemagne, entre le président de Gaulle et le chancelier Konrad Adenauer. Pour commencer, quelques voitures que le général a utilisées, avec au premier plan une Porsche qu'il a récupérée après la libération de Paris et qui appartenait au général allemand von Choltisse, gouverneur de Paris. La célèbre déesse de l'attentat du Petit Clamart, à Lille. Oui, on va dire. Oui, oui. On va dire ça. L'acte officiel. Ouais. Entend la lycéenne. On est à la libération, puisqu'on a évoqué un petit peu sommairement le débarquement de Normandie, celui de Provence, qui arrive le 15 août, un peu moins connu mais tout aussi important, débarquement qui n'allait pas au départ, en tout cas pas pour les citoyens, et puis on vient rajouter plus tard, en 2006, il me semble, la charte de l'environnement. Alors, cette constitution de la 5e République est encore, aujourd'hui, peut être modifiée depuis qu'elle a été, on va dire, créée en 58. C'est à peu près une trentaine de fois qu'elle a été modifiée. Et déjà, on va modifier, Charles de Gaulle va modifier le mandat présidentiel. Je suis devant la Croix de Lorraine, donc près du mémorial. Elle a été bâtie grâce à une souscription nationale et avec l'aide de 67 pays étrangers. Elle a été inaugurée le 18 juin 1972 en présence du président Pompidou et de la famille de Gaulle. Elle a attiré cette année-là 400 000 visiteurs. On doit cette réalisation à 2 architectes, Marc Neubinger et Michel Mosser. Sa hauteur est de 44 mètres pour un poids d'environ 950 tonnes. La structure est en béton armé, recouvert de granit rose de Perros-Guirec
ainsi que de plaques de bronze. Je suis donc dans le parc de la Boisserie, de 2,5 hectares. De Gaulle, alors colonel, avait acheté cette propriété avec sa femme en 1934 pour être à la campagne, pas trop loin de ses obligations militaires, mais aussi pour protéger sa fille Anne, qui était trisomique, des regards malveillants et l'élever dans la tranquillité. Ce lieu était une ancienne brasserie au milieu du XIXe siècle et le nom aurait été déformé avec le temps. Un petit aperçu de son environnement, la campagne haute-marnaise. C'est ce qu'il voyait donc de la fenêtre de son bureau. Vous constatez qu'il n'était pas gêné par les voisins. Alors un petit zoom sur la tour qu'il avait fait construire en 1946 et dont le rez-de-chaussée lui servait de cabinet de travail. Alors, je suis donc à l'entrée de la Boisserie. Donc vous apercevez le porche, le fameux péristyle dont je vous ai déjà parlé. Dernière étape, le cimetière, sa tombe blanche toute simple, sans fioriture, où il repose avec sa femme Yvonne et sa fille Anne. Je termine ma visite avec cette impressionnante collection de plaques d'hommage et de remerciements. J'espère que mon parcours dans les pas du général de Gaulle vous a plu. Merci à vous et à bientôt sur Histodote. Je ne veux pas d'obsèques nationales. Ni président, ni ministre, ni bureau d'assemblée, ni corps constitué.